Beauty Gold vous présente le journal. L'appel à un référendum le 27 mai prochain se retrouve aujourd'hui au cœur d'une controverse auprès des électeurs. Sur ce sujet, le Premier ministre et la porte-parole du gouvernement ont tenu à apporter quelques explications en soulignant que cet appel aux urnes n'est en aucune manière contraire aux lois en vigueur. D'après les résultats d'une évaluation portant sur l'aide accordée aux familles démunies par le biais de dispositifs Valtsnakoun et du programme allant étudier, les efforts engagés ont porté leurs fruits. En tout, pas moins de 13 millions de dollars ont été accordés par la Banque mondiale et l'UNICEF à cette fin, ces partenaires du pays qui ont encore une fois renouvelé leur volonté de continuer à coopérer avec la Grande Île. Attentat au Sri Lanka, le bilan s'alourdit à plus de 320 morts, les plus meurtriers contre les chrétiens depuis 1970. L'état d'urgence est entré en vigueur. Les premiers éléments de l'enquête montrent que ces attentats ont été commis en représailles aux attaques perpétrées en mars contre 2 mosquées du Christchurch en Nouvelle-Zélande. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. L'appel à un référendum au 27 mai prochain n'est en aucune manière contraire aux lois en vigueur, un sujet qui se trouve actuellement au cœur d'un débat auprès des citoyens. Le Premier ministre et la porte-parole du gouvernement ont tenu à apporter quelques explications à ce sujet ce jour. Indra Arson et Indjanantenain. Le Premier ministre s'est exprimé face à la polémique sur les réseaux sociaux où certains déclarent que le référendum est contraire aux termes de la loi portant sur la convocation des électeurs à un tel vote afin de dissiper toute forme de doute. D'après les lois en vigueur, vous pouvez constater que le gouvernement s'est conformé à la règle pour organiser ce référendum. Ce qui se passe actuellement est simple, le chef d'État a promis au peuple de procéder à des changements au niveau de la Constitution afin de pouvoir mettre en place une décentralisation effective. La ministre de la Communication et de la Culture et porte-parole du gouvernement a également déclaré sur ce propos que le jumelage de 2 élections le 27 mai prochain a été décidé pour économiser les dépenses de l'État. Le gouvernement est conscient de la pression par rapport à l'organisation de 2 élections au même jour. Toutefois, cela a été décidé afin de réduire les dépenses. Il est essentiel de souligner que le budget pour ce référendum a déjà été prévu dans la loi des finances. D'autre part, à Madagascar, ne pas respecter les lois est devenu une habitude, une mentalité qu'il faudrait changer, toujours selon la porte-parole du gouvernement. Une loi a déjà été mise en place par rapport à la neutralité de l'État. Je pense que nous continuons à avoir des doutes sur ce point car nous sommes habitués aux infractions à la loi et c'est cela qu'il faut changer. Si tout le monde respectait les lois, le débat n'aurait même pas lieu d'être. D'après l'article 56 de la loi numéro 2018-008, la campagne pour ce référendum durera 30 jours, un délai suffisant pour tout débat démocratique sur ce point, selon cette porte-parole du gouvernement. Un rapport d'évaluation de la coopération entre Madagascar et le Japon a été publié ce jour. Une coopération qui porte sur 5 principaux points, des domaines portant sur le plan économique et social et pour lesquels le Japon a accordé à la Grande Île des financements s'élevant à plusieurs millions de dollars. Un reportage signé Mampiou Narakutwarson. La coopération entre Madagascar et le Japon s'étend sur 5 points. On y retrouve principalement l'économie et le développement social. Pour cette année, le budget accordé par le Japon pour encourager le développement économique et social de la Grande Île est estimé à 3,6 millions de dollars. La santé de la mère et de l'enfant est comprise dans ces projets et financée à l'aide de cette somme. On y retrouve également la lutte contre la malnutrition dans le sud de Madagascar, à Antananarive, mais également à Tuamasin. Un projet géré par le Programme alimentaire mondial et ayant bénéficié d'un financement de 2 millions de dollars des Japonais. En 2018, des fonds de contre-valeur de 230 000 dollars ont été accordés à la CENI et 270 000 dollars au Bianco de la part des Japonais. Outre cela,
De 2007 à 2018, le Japon a fait don d'appui aux organisations internationales d'un montant de plus de 6 millions de dollars et plus de 2 millions de dollars pour des projets en cours de réalisation. Et pour finir, le Japon a également fait don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Selon l'ambassadeur du Japon à Madagascar, l'économie du Japon et de la Grande Île sont interdépendants. L'économie malgache et l'économie japonaise sont complémentaires l'une et l'autre. Donc, le Japon, c'est quelque chose que nous pouvons partager ensemble. Donc, ce sont les trois points de vue à partir desquels nous effectuons nos projets de coopération. Un rapport de la coopération entre les deux pays par le biais de la JICA, ou l'Agence japonaise de coopération internationale, a été publié aujourd'hui. Cette année, pour la journée de Pâques et celle du lundi de Pâques, le nombre de victimes d'accidents ayant eu recours à une consultation à l'HIRA a diminué comparé à l'année dernière. Si certains ne sont passés que pour une consultation, d'autres ont dû rester pour permettre un suivi médical de leur état. Sylvie Arzou et Gaëtan Indjiatslav. Généralement, cette année, les journées de Pâques et du lundi de Pâques se sont déroulées sans trop de problèmes au sein de la capitale. Le nombre d'accidents et de personnes hospitalisées ces 2 derniers jours en est la preuve. Selon le bilan de la HIRA, 46 personnes ont été hospitalisées contre 62 personnes en 2018. D'autre part, cette année, 2 personnes sont décédées si l'année dernière, aucun mort n'a été décrété. En ce qui concerne les accidents à responsabilité civile, 47 personnes sont passées au service d'urgence, si en 2018 il y en avait 50. 46 personnes ont également été auscultées dans cet hôpital suite à un accident de la circulation et 14 ont été maintenues pour un suivi de leur état. Si l'année dernière, 52 personnes sont passées en consultation et 13 ont été hospitalisées. Pour les accidents de voie publique, 26 personnes ont été soignées à la JIRA et 3 d'entre eux ont dû être gardés en observation, tandis qu'en 2018, 29 personnes y ont été consultées et 9 d'entre eux ont dû être maintenus à l'hôpital. Outre cela, 30 personnes ont été soignées pour accidents domestiques, dont 9 ont dû être hospitalisées, tandis que l'année dernière, 30 personnes ont également été soignées pour la même raison, mais seulement 7 ont dû être maintenues pour plus de soins. Pour les autres accidents, 41 personnes ont reçu des soins au sein de cet hôpital, dont 25 ont dû être gardées pour un suivi, contre 37 personnes soignées en 2018 et 22 maintenues à l'hôpital. Les chiffres ont donc diminué cette année, puisqu'au cours de ces 2 derniers jours, on a noté 226 consultations et 46 cas d'hospitalisation, tandis qu'en 2018, 241 personnes ont bénéficié d'une consultation et 62 d'entre eux ont été admis pour des soins approfondis. D'autre part, selon le bilan fourni par la Gendarmerie nationale, 17 cas d'accidents de la circulation leur ont été signalés, ainsi que 75 cas de vol. Sur un tout autre sujet, d'après les résultats d'une évaluation portant sur l'aide accordée aux familles démunies par le biais du dispositif Vatsnakunan et du programme Allons étudier, les efforts engagés ont porté leurs fruits. En tout, pas moins de 13 millions de dollars ont été accordés par la Banque mondiale et l'UNICEF à cette fin. Ces partenaires du pays qui ont encore une fois renouvelé leur volonté de continuer à coopérer avec la Grande Île. Feizour Rafali. Un financement d'un montant de 11,5 millions de dollars de la Banque mondiale et 2,430 millions de dollars de l'UNICEF, une somme consacrée au développement humain de 2015 à 2019 dans plusieurs régions de la Grande Île. Ce projet est connu sous le nom de Vatsnakunan. Outre cela, la Banque mondiale a également octroyé un financement de 14,7 millions de dollars pour le projet Argent contre travail productif ou filets sociaux reproductifs. L'objet est de pouvoir venir en aide aux plus démunis. Selon les explications, les efforts entrepris ont été fructueux. D'autre part, les bailleurs de fonds sont disposés à renforcer la coopération avec Madagascar. Quand on pense qu'il y a 5 ans, en 2014 par là, la coordination de tout ce qui est protection sociale à Madagascar était encore très faible, donc il restait à bâtir. Et actuellement, nous avons 3 programmes vraiment solides pour soutenir donc les ménages en situation de vulnérabilité dans le sud et dans d'autres districts de Madagascar. Moi, je dirais que nos relations avec les partenaires financiers et techniques sont excellents. Et c'est ce qui a fait que Madagascar accueille cette rencontre de la COP pour cette semaine.
ce qui marque la vitalité de cette organisation en premier lieu, mais ce qui témoigne également de l'acquis de Madagascar en termes de transfert monétaire et protection sociale. 39 000 ménages vulnérables avec des enfants de 12 ans maximum pourront bénéficier de ce projet. Ils auront droit à 60 000 ariars tous les 2 mois. 7 districts dans 57 communes et 429 fouktans sont concernés. Pour le programme allant étudier, les enfants en secondaire issus de familles bénéficiant du projet Vatsnakuunan peuvent obtenir une bourse de 10 000 ariars par mois, tandis que les enfants en CM2 et en classe de 3e ont droit à un supplément de 20 000 ariars au cours de l'année. Ce sont 4 enfants par famille qui peuvent bénéficier de cette aide. Pour rappel, la 5e édition de la rencontre entre les acteurs en matière de financement et de développement social en Afrique a débuté aujourd'hui et prendra fin le 26 avril prochain. Avant de passer aux actualités internationales, une importante saisie a été effectuée sur la côte est de Madagascar. La douane malgache réunissant le service de la surveillance et de la lutte contre la contrebande ainsi que la brigade des stupéfiants ont saisi environ 40 kilos d'héroïne d'une valeur de 8,4 milliards d'ariars à bord d'un véhicule hier. Cette substance a été retrouvée dans des valises séparées en paquets de 1 kg et transportée par 5 ressortissants africains. Les suspects ont pu s'échapper et sont activement recherchés. Place aux actualités internationales. Au Sri Lanka, le bilan des attentats suicides du dimanche de Pâques s'est alourdi à plus de 320 morts. Alors que de nouvelles explosions sont redoutées, le pays a décrété l'état d'urgence. Un hommage a été rendu aux victimes lors d'une journée de deuil national. Le groupe État islamique a revendiqué ces attentats contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. France 24. Voici la note de renseignement envoyée à plusieurs services de police. Elle date du 11 avril, 10 jours seulement avant les attentats, et alerte sur une possible attaque commise par un groupe islamiste, le National Tawhid Jawat. Tous les détails y sont donnés, des églises identifiées comme cibles potentielles, le nom des suspects, leurs adresses et même certaines de leurs habitudes. On y apprend par exemple qu'un certain Rilwan rend visite à sa femme et à ses enfants la nuit, entre 23h et 4h du matin. Alors pourquoi cette note a-t-elle été ignorée? La question est posée par le ministre des Télécommunications qui la publie sur Twitter. Le ministre de la Santé, porte-parole du gouvernement, va plus loin encore. Il affirme que le Premier ministre n'avait pas été informé. Le Premier ministre était complètement aveugle sur la situation. L'absence de transmission des informations serait-elle due à des tensions politiques internes? Car le président, sur cette image à droite, avait tenté de limoger son Premier ministre en octobre dernier avant d'être contraint de le rappeler. Et alors que les élections approchent, les deux camps s'affrontent régulièrement. Du côté de la présidence, on nie tout manquement à la sécurité. Tout le monde aurait fait son travail, affirme l'un de ses conseillers. De telles notes d'alerte seraient régulièrement reçues et celles-ci n'auraient pas été suffisantes pour paniquer la population, poursuit-il. La présidence a cependant mis en place une enquête interne sous l'autorité d'un juge de la Cour suprême. En Inde, la phase 3 des élections générales débute ce mardi. Il faudra 6 semaines à la plus grande démocratie du monde pour voter. Dans le Gujarat, le vote a eu lieu cette semaine et sera un test pour le Premier ministre nationaliste. Plus d'explications dans ce reportage de France 24. Les chiffres donnent le tournis. 190 millions d'électeurs votent pour la 3e phase des plus grandes élections jamais organisées dans le monde. Avec 15 États mobilisés pour élire 117 sièges, ce 3e round est le plus important du scrutin. Ce qu'on attend tous, c'est un nouveau gouvernement qui soit capable d'apporter du changement. Que le pays se développe, surtout dans les régions qui en ont le plus besoin. Tous les yeux sont rivés sur un seul homme, le Premier ministre Narendra Modi. Accueilli par une foule de supporters, le candidat à sa réélection a voté dans son fief du Gujarat qu'il a dirigé pendant près de 10 ans. Un scrutin géant qui s'apparente à un référendum pour ou contre le Premier ministre au pouvoir depuis 5 ans. Jusque récemment, rien ne semblait pouvoir arrêter le tsunami safran, la couleur emblématique des nationalistes hindous. Mais l'homme et son parti, le BJP, sont de plus en plus décriés au sein de la population. Son rival, Rahul Gandhi, héritier de la célèbre dynastie politique des Nehru Gandhi.
Président du Parti du Congrès, le leader de l'opposition est aujourd'hui la tête d'affiche de 2 circonscriptions cruciales, celle du Kerala, mais aussi celle de l'Uttar Pradesh où il concourt pour sa réélection. 1 million de bureaux de vote ont été déployés pour élire 543 députés de la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement. Dernière étape de cet exercice démocratique hors norme le 19 mai prochain. Il faudra attendre le 23 mai pour connaître les résultats et déterminer la future couleur politique de l'exécutif indien. Et avant de nous quitter, faisons un bref retour sur les grands titres de ce journal. Le Premier ministre et la porte-parole du gouvernement ont tenu à apporter quelques explications sur l'appel à un référendum le 27 mai prochain, en soulignant que cet appel n'est en aucune manière contraire aux lois en vigueur. D'après les résultats d'une évaluation portant sur l'aide accordée aux familles démunies par le biais du dispositif Vatsnakunan et du programme Allons étudier, les efforts engagés ont porté leurs fruits. En tout, pas moins de 13 millions de dollars ont été accordés par la Banque mondiale et l'UNICEF. Attentat au Sri Lanka, le bilan s'alourdit à plus de 320 morts. L'état d'urgence est entré en vigueur. Les premiers éléments de l'enquête montrent que ces attentats ont été commis en représailles aux attaques perpétrées en mars contre 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.